Salut à vous les petits loups, donc nous voilà pour notre première leçon sur les mots en contexte. Normalement vous avez reçu le document sur l'espace de votre classe sur le NT. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu autant la leçon que les exercices que vous aurez à faire dans votre petit cahier. Sachant que c'est une leçon donc qui fait suite à notre conclusion et à notre texte sur l'aveugle, parce que j'ai d'autres trucs à vous faire faire, mais d'abord il faut faire la leçon forcément. Voilà, ça se met à la fin du cahier, à la suite à la fin du cahier. Et voilà, vous collez la fiche et voilà, vous faites les petits exercices dans votre cahier d'exercices. J'essaierai de vous proposer une correction assez rapidement, je suppose. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, vous pouvez les mettre en commentaire. Voilà, alors sachant que les commentaires ne seront pas validés tout de suite, enfin, voilà, non pas que je ne vous fasse pas confiance, mais sait-on jamais. Donc du coup, je les lirai. Si c'est pertinent, je validerai et j'y répondrai. Si jamais vous pouvez pas laisser de commentaires sur YouTube, c'est pas grave. Vous pouvez m'envoyer un mail sur une des deux adresses mail, sur Pronote, sur le NT. De toute façon, en ce moment, je fais pigeon voyageur entre les différentes plateformes. Et je pense que vous aussi. Voilà, donc sans plus attendre, c'est parti pour la leçon. Donc il s'agit normalement de cette leçon-là, hop, tout en haut. Voilà, donc sur les mots en contexte, donc mots génériques et mots spécifiques, champs lexicaux et dénotation, connotation. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur les mots génériques et les mots spécifiques. Je vais bâcler un peu les champs lexicaux parce que on travaille dessus depuis le début de l'année, mais bon, un petit rappel, enfin, ça fait jamais de mal. Et ensuite, je vais m'intéresser vraiment aux dénotations et connotations, puisque c'est ce qui va vous permettre de comprendre généralement le sens d'un texte, de savoir que tous les mots sont connectés les uns avec les autres. Voilà. Donc, sur les mots génériques et les mots spécifiques, en fait, il faut que vous imaginiez un espèce de grand sac. Oh, c'est magnifique la technologie. Donc, ce grand sac, ça va être notre mot spécifique, notre mot générique. Donc, les mots génériques, ce sont les grandes familles que vous allez avoir. Par exemple, là, voilà, enfin, ça désigne un terme de manière très générale. Par exemple, ici, le terme oiseau. Donc vous voyez tous ce qu'est un oiseau, un machin avec des plumes qui fait cuicui, qui vole, qui pond des œufs, voilà, qui piou-pioute généralement à cette saison-ci. Et donc bon, voilà, vous imaginez ce qu'est un oiseau, sauf que dans la grande famille des oiseaux, on va avoir des mots beaucoup plus spécifiques qui vous indiquent à quel type d'oiseau vous avez affaire. Par exemple, je sais pas moi, vous pouvez avoir les merles, vous pouvez avoir les moineaux, vous pouvez avoir aussi, je suis sûre que vous les avez déjà croisés, les mouettes et les goélands, n'est-ce pas? On en a déjà discuté, ce sont de charmantes petites bestioles. Vous pouvez avoir les mésanges, vous pouvez avoir les colombes, les pigeons, enfin voilà, les aigles et autres. Voilà, bestioles du genre. Et donc du coup, que ce soit merle, mouette, goéland, colombe, moineau, mésange ou pigeon, ce sont tous des oiseaux. Vous voyez, enfin, une mouette, c'est pas un pigeon, forcément. Donc, du coup, ce sont deux espèces différentes, mais elles partagent les mêmes spécificités. Ça vole, ça a des plumes, ça pond des œufs, bref, c'est un oiseau. Donc ça, c'est la différence entre les mots génériques et les mots spécifiques. On peut faire la même chose avec les chiens. Vous voyez, si par exemple vous prenez un labrador, voilà, un doberman, un chihuahua et autres, ça reste des chiens, quoi. Enfin voilà. Les champs lexicaux, eh bien, c'est un groupe de mots, l'ensemble des mots d'un texte dont le sens vous renvoie à une seule et même notion. Là, vous avez un exemple de mot passant, une lueur sale filtrée à travers deux gros nuages obscurs et lourds qui rendaient plus éclatante la blancheur de la campagne. Et donc, du coup, vous avez quatre mots qui ont été mis en relief, lueur, obscure, éclatante et blancheur, qui appartiennent au champ lexical de la lumière, de la luminosité. C'est un peu comme si dans un texte, je vous collais les mots, je sais pas moi, neige, bonnet, vent glacial, luge, etc. Vous pensez hiver. Voilà, donc ça c'était le point sur les champs lexicaux, hop, on bazarde. Dénotation et connotation, ça c'est plus important à mon sens. Donc du coup, si vous ne... comment dire, enfin voilà, il faut vraiment que vous soyez avec moi. Et voilà, donc je reviens vers vous là tout de suite.
Donc le sens dénoté d'un mot, en fait, c'est son sens basique, le sens que tout le monde connaît. Par exemple, si on vous parle de la pluie, oh, enfin voilà, il y a eu de la pluie aujourd'hui. On vous dit juste que, en fait, vous avez eu de l'eau qui est tombée du ciel, ça mouille, tout ça. Enfin voilà, ça embête le monde, mais la pluie, quoi. On va pas ajouter de sens particulier. Donc là, ici, on utilise juste le sens dénoté, le sens basique de pluie. En revanche, si vous prenez donc, du coup, les exemples pour la dénotation, ça, enfin, les connotations, pardon, ce sont les sens qu'on va rajouter au mot. Ces sens vont être rajoutés notamment, en fait, en fonction du contexte, etc. On peut associer différentes idées à un mot. Et c'est ce qui va se passer dans les deux exemples que vous allez avoir. Donc, par exemple, reprenons cette chose. Donc, vous avez quelle pluie, quel temps, quelle tristesse. Une citation de Gustave Flaubert. Ici, il vous parle de la pluie, ce sont toujours les gouttes d'eau qui tombent du ciel, du temps, donc vous devinez qu'il se plaint du temps, et du fait qu'il soit triste suite à ce temps. Donc là, ici, la pluie, le mot pluie, qui auparavant était dénoté, là est connoté. Ici, ça évoque pour lui la morosité, la tristesse, enfin voilà, il est un peu déprimé. Dans la chanson de Claude Nougaro, la pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Donc il pleut, toujours la pluie qui tombe du ciel, la nuit. Sauf que, en fait, là vous avez une magnifique personnification. Donc vous imaginez la pluie qui a chaussé ses petites chaussures et qui clique-claque sur le trottoir. Donc il fait des claquettes, un plic-ploc, plic-ploc. Et donc du coup, ici, Nougaro va souligner le côté musical et l'aspect ouais, le plaisir de la musique, le plaisir de la danse dans sa phrase. Voilà, alors après on vous met un petit truc pour aller plus loin, alors ça c'est vachement utile, notamment sur les interprétations de textes et d'œuvres. Sur le fait que certaines connotations en fait sont devenues des symboles. Si par exemple, je sais pas moi, on part sur les couleurs. Eh bien, vous allez avoir souvent dans les textes ou dans les œuvres le blanc qui va être associé à la pureté, à l'innocence, etc. Ou parfois, si il est question de couleur de peau, etc., enfin, à la mort, puisque les gens qui sont morts sont livides, puisqu'ils sont morts, donc du coup ils sont un peu plus blancs. Le noir qui va souvent être associé un petit peu à la magie, à la mort, etc. Si vous regardez les représentations de la faucheuse ou du faucheur, eh ben, c'est tout en noir. Vous avez certaines couleurs, par exemple le rouge, qui peuvent être associées à plusieurs idées. Vous avez le rouge comme couleur de l'amour, mais vous avez aussi le rouge comme couleur du sang, comme couleur de la violence et donc de la colère, ou alors le rouge comme symbole de richesse, notamment à l'époque où c'était un peu compliqué d'avoir la couleur rouge. L'or qui va symboliser, par exemple, la couleur dorée qui va symboliser la richesse, le pouvoir. Enfin, ça, voilà, c'est pas pour rien que c'est une couleur qui est fortement employée sur les tableaux, en fait, qui représentent les rois de France. Voilà, au-delà de ça, vous avez différentes choses aussi qui peuvent symboliser, enfin, différents symboles au-delà des couleurs. Par exemple, on peut mentionner là, ici, donc on mentionne le lion, qui peut symboliser le courage, etc. Si vous prenez un personnage historique qui est Richard Cœur de Lion, en fait, il s'appelle pas Richard Cœur de Lion parce qu'on lui avait greffé le cœur d'un lion. Il s'appelait Richard Cœur de Lion parce que son cœur, le lieu de son courage, était équivalent à celui d'un lion. Ça voulait dire qu'il était supposé être très brave. Si voilà, vous prenez la colombe, par exemple, c'est censé être un symbole de paix. Donc voilà, enfin, vous avez différents mots qui vont avoir différentes connotations. Vous pouvez bien sûr employer juste le mot lion pour parler de la bestiole, hein, voilà, mais vous pouvez aussi employer le lion. Par exemple, il s'est battu comme un lion pour dire que la personne s'est battue avec beaucoup de courage. Voilà, c'est un peu le principe. Quand je vous dis, enfin voilà, quand je vous parle des dragons, vous pouvez imaginer la bestiole qui vole et qui crache du feu. Quand je vous dis que vous allez réveiller le dragon qui est en moi, ça veut dire que je vais me mettre en colère. Et donc je vais agir comme un dragon, mais ça va pas bien se passer pour vous. Voilà, donc ça, ce sont des connotations. Parfois, dans les textes, vous avez des mots qui sont connotés. Des mots, par exemple, si vous prenez le texte La chute de la parure, quand Jeanne Forestier dit à Mathilde Loisel, oh ma pauvre Mathilde, le ma pauvre, enfin voilà, c'est l'équivalent de, enfin vous sentez toute la pitié que Madame Forestier éprouve pour Mathilde Loisel. Enfin voilà, donc ça c'était le principe de la leçon, donc ça va assez vite, je crois, normalement.
Ensuite, donc pour les exercices, je vous explique rapidement ce que vous avez à faire. Donc, premier exercice, juste, voilà, vous avez des mots spécifiques, donc anémone, dahlia, lilas, œillet, tulipe, et vous devez donner le terme générique, donc le grand sac dans lequel vous pourriez les mettre. Les anémones, les dahlias, les lilas, les œillets, les tulipes, c'est quoi? Pareil pour averse, bruine, crachin, giboulée, ondée, en fait, on vous parle de quoi? Exercice 2, en fait, c'est le contraire. Vous avez des mots génériques et vous devez donner 5 mots spécifiques qui s'y rattachent. Donc là, on a le grand sac animal. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans comme bestiole? Le sac habitation, bah, qu'est-ce que vous mettez dedans comme type d'habitation? Et ainsi de suite. Exercice 3, vous devez chasser les intrus. Donc vous avez encore une fois 3 listes et vous devez éliminer celui qui ne correspond pas en expliquant pourquoi. Voilà, et enfin l'exercice 4, c'est celui qui est peut-être un peu plus compliqué. Vous devez indiquer à quel champ lexical appartiennent les différents mots et vous devez ensuite ajouter à chaque liste 2 mots de classe grammaticale différente. Par exemple, vous devez rajouter soit un verbe et un adjectif, un verbe et un nom, etc. Enfin, vous devez varier. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser faire tranquillement vos exercices. Euh, et puis voilà, je suppose que ça clôt notre première vidéo, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, des retours, des trucs comme ça, des choses à améliorer aussi, sachant que je me débat encore actuellement avec le logiciel. Alors, vous savez, je suis pas forcément super au taquet, hein. D'ailleurs, je remercie Monsieur Cornet parce que ce logiciel, c'est lui qui m'en a parlé. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui la portera sur la nouvelle séquence, donc la séquence 3 sur le fantastique. Mais on verra ça plus tard. Voilà, c'est juste pour vous accompagner dans la lecture, dans les questions. Et voilà, bon courage et puis à très bientôt.